Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur les ravageurs, comment lutter, qui va vous être présentée par Maxime Guérin de Plantécité, Jean-Claude Martin de l'INRA et Myriam Moreto de la Fredon PACA. Les gestionnaires d'espaces verts, ils font face depuis quelques temps maintenant à des ravageurs tels que la pyrale du buis, la bactérie Xylella fastidiosa, la processionnaire du pin, donc ça pose pas mal de problèmes. Donc les intervenants présents aujourd'hui vont tenter de nous présenter des solutions pour lutter, pour faire face à ces ravageurs. Voilà Maxime, tu peux y aller. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par juste une petite introduction. Donc effectivement, on va traiter aujourd'hui les cas de la processionnaire du pin, de la pyrale du buis et de Xylella. Ici, vous voyez d'autres exemples de ravageurs que l'on peut qualifier d'emblématiques dans les jardins, espaces verts et infrastructures. Et je vais vous donner quelques principes sur les méthodologies de gestion de ces ravageurs, des choses que vous connaissez peut-être déjà bien, mais toujours bon de faire quelques rappels. Avec tout d'abord un suivi, puisque c'est vrai qu'avec toutes les nouvelles techniques qui se développent, notamment autour des méthodes alternatives, on a besoin de faire des interventions de plus en plus précises sur des stades donnés, sur des espèces données. Et à ce moment-là, il devient indispensable de savoir ce qui se passe sur sa parcelle, quelles sont les espèces réellement présentes. Des choses que l'on peut faire à l'échelle de son site, avec une observation directe ou avec le piégeage pour un certain nombre de lépidoptères notamment, ou en réseau avec le réseau de surveillance biologique du territoire. Donc là, c'est un réseau d'observateurs qui s'organise au niveau régional et l'animateur va publier à une fréquence donnée un état des lieux de l'état de santé de vos espaces verts pour savoir quelles sont les problématiques à gérer à un moment donné de l'année. On peut passer par différents levées d'action. On pense souvent à la gestion curative, c'est plutôt l'intervention de la dernière chance quand le bioagresseur est déjà présent. Mais on peut également essayer d'intervenir en amont, grâce à la conception du site, en essayant soit d'adapter les espèces végétales que l'on va installer, en essayant de diversifier, par exemple, pour réduire la pression, de créer des configurations qui ne sont pas favorables au développement des bioagresseurs. Donc, par exemple, en essayant d'avoir des espaces qui sont un peu plus aérés pour éviter l'humidité, ce genre de choses. Au niveau des mesures prophylactiques, essayer de ramasser les feuilles mortes qui peuvent héberger des stades hivernants des bioagresseurs comme pour la pyrale du buis. Et puis au niveau de la gestion préventive, là, essayer de faire des sites qui sont favorables à l'installation des prédateurs, par exemple, comme vous voyez avec l'installation de nichoirs à mésanges. Donc déjà, on va essayer de faire en sorte que le bioagresseur ait le moins de chances possible de s'installer sur sa parcelle. Et puis une fois qu'il est là, va falloir passer par la gestion curative, où là aussi, il faut combiner différentes techniques. Donc c'est vrai qu'en espace vert, souvent, l'objectif n'est pas d'éradiquer puisqu'on n'a pas d'enjeu économique. Mais par contre, on veut essayer de maintenir le bioagresseur sous un certain seuil, qui peut être soit un seuil esthétique, soit un seuil de nuisance, ou soit un seuil sanitaire quand vraiment la santé de la plante est en danger. Donc là, on peut intervenir avec de la lutte génétique, donc l'utilisation de plantes ou de cultivars résistants ou tolérants. La lutte biologique, avec des lâchers d'auxiliaires, là, comme vous voyez avec une coccinelle ou avec l'utilisation de micro-organismes tels que le BT ou d'extraits végétaux, qui vont avoir, eux, des actions fongicides ou insecticides. La lutte mécanique, donc là, on va pouvoir soit installer des barrières physiques avec des filets à insectes, ou là, comme vous voyez ici, de la glu, en fait, pour éviter que les ravageurs du palmier pénètrent dans le palmier. On peut aussi avoir la taille sanitaire, c'est-à-dire couper tout simplement les parties des plantes qui sont colonisées par des bioagresseurs. Et puis enfin, la lutte sémiochimique. Donc là, ça va être utilisé les médiateurs chimiques, donc les molécules grâce auxquelles les insectes communiquent entre eux pour mettre en place une lutte, donc soit avec du piégeage ou soit avec de la confusion sexuelle. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que le mâle et la femelle ne se reproduisent pas pour avoir une génération moins importante pour la génération suivante. Et donc je vais enchaîner avec le cas de la pyrale du buis, donc le premier exemple dont on va vous parler aujourd'hui. Donc une petite présentation si vous ne la connaissez pas encore, mais je ne sais pas si c'est possible de ne pas la connaître vu sa renommée actuelle, avec la chenille tout d'abord. Donc c'est une chenille qui est quand même assez caractéristique, verte avec ses lignes noires et blanches. C'est la seule chenille, quasiment la seule chenille qu'on va retrouver sur buis, donc il y a assez peu de doute. Quand elle est présente, c'est a priori elle. On peut la reconnaître également avec d'autres signes. Donc là, vous voyez les déjections. Pardon.
les déjections que l'on va trouver au pied des buis lorsqu'il y a des grosses consommations de feuillage, et puis les toiles, comme vous voyez ici. Donc des réseaux de toiles assez denses. Mais malheureusement, quand on arrive déjà à ce stade-là, c'est qu'il est déjà un petit peu trop tard pour intervenir. Là, vous voyez les papillons. Donc, il y a deux formes de papillons, une forme mélanique un peu marron et puis une forme blanche. Donc là, c'est pareil, ce sont des espèces assez caractéristiques qui sont des papillons plutôt nocturnes. Mais c'est vrai que maintenant, on a des telles densités de population qu'on peut quand même les observer maintenant en journée de manière de plus en plus présente. Donc au niveau des dégâts, donc c'est la chenille donc, qui va consommer le feuillage. Et donc là, vous voyez, en cas de forte consommation, il ne reste plus que le squelette de la feuille. Et quand il n'y a plus de feuilles à manger, on peut aller jusqu'à un écorçage. Donc là, vous voyez, elle a commencé à écorcer le rameau. Et c'est vrai que quand on arrive à ce stade-là, ça devient un petit peu compliqué pour le buis de se remettre de cette attaque de pyrale. Donc là, vous voyez la répartition en France. Donc nous, au moment où on a commencé notre programme, donc en 2013, on avait fait un état des lieux. Donc le programme Save-Buxus qui travaille sur les stratégies de gestion de la pyrale du buis. Il y avait une quarantaine de départements qui étaient colonisés. En 2016, on en était à plus de 80. Donc vous voyez que c'est quand même une colonisation assez phénoménale. Et c'est pas tant par dispersion naturelle que par importation de buis contaminés. Donc ce sont des foyers qui sont indépendants les uns des autres. Là où c'est blanc, il y en a peut-être, c'est juste qu'on ne les a pas signalés, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas forcément. Elle est peut-être bien présente. Et donc vous voyez différents cas avec plutôt dans le cas de la région Île-de-France et de la région bordelaise des attaques qui sont les plus marquées dans les lieux de prestige avec des grands châteaux qui sont attaqués. Tandis que dans la région zone de première introduction, donc en Alsace et dans le sud, on va plutôt avoir des attaques assez impressionnantes au niveau des massifs forestiers et des buxerets naturels. Donc vous voyez qu'elle s'attaque à tout type de buis et finalement les buis en espace naturel ne sont pas plus armés pour se défendre contre la pyrale que les buis de parc et jardin. Donc vous voyez ici des exemples de dégâts donc au jardin de Vaux-le-Vicomte avec les broderies là, qui sont complètement ravagées. Et puis en espace naturel, vous voyez tout un espace qui est totalement ravagé. Et là, on a des risques supplémentaires qui peuvent se présenter, donc avec des risques de manque de maintien des sols, puisque c'est vrai que ça fait un réseau racinaire assez important. Et puis, petite dédicace à Johnny, des risques d'allumer le feu, puisqu'il y a des départs de feu prévisibles dus à la masse de buis séchés qu'il y a sur ces espaces-là. Et puis, ça peut aussi constituer un habitat à certains types de faune qui, du coup, ne peuvent plus accéder à cet habitat. Au niveau de la dynamique, donc on peut avoir, selon où on se trouve en France, plutôt 2 générations dans le nord et puis dans le sud plutôt 3 à 4 générations. Et donc il va falloir essayer d'intervenir sur chacune de ces générations pour essayer de gérer la pyrale. La première génération est assez facile à distinguer, donc autour de mars à juin. Et en fait, après, on va avoir un chevauchement des stades des générations. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué de comprendre ce qui se passe. Et du coup, pour les interventions de gestion, c'est un peu plus compliqué de positionner les choses de manière pertinente, même si grâce au suivi des FOL, on peut essayer d'un petit peu mieux caler les interventions de gestion. Et donc là, c'est vraiment très dépendant des conditions de température, puisqu'on voit que les années où il y a des hivers, ou des automnes plutôt assez frais, on peut avoir une entrée en hibernation dès septembre, tandis que quand en hiver doux, ça peut aller jusqu'à novembre, et ça va entraîner un décalage qui peut éventuellement s'augmenter d'année en année. Donc au niveau des différents modes d'action que l'on peut utiliser pour gérer cette pyrale, tout d'abord l'utilisation d'agents entomopathogènes donc sur les chenilles. Donc nous, on a testé dans le cadre de notre programme, puisqu'il y a d'autres choses qui existent, les nématodes. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une mortalité, mais finalement, les buis devenaient marrons, donc ce n'était pas suffisamment efficace pour maintenir des buis d'aspect esthétique. Le plus efficace pour nous, c'est le Bacillus thuringiensis kurstaki. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ça permet de garder des puits verts si on a des interventions régulières, bien sûr, tout le long de la saison, et puis ça agit sur tous les stades.
même si c'est quand même plus efficace sur les jeunes stades. Et ça, c'est intéressant au moment où on a un décalage des générations. Finalement, même si on n'a pas que des chenilles de premier stade, on va quand même pouvoir avoir une action assez globale. On a également testé d'autres formulations d'origine naturelle avec huile de colza plus pyrètre. C'est un produit qui est efficace, mais nous, on va plutôt conseiller le BT parce que c'est un spectre d'action plus large. Le BT va uniquement agir sur les chenilles, tandis que l'huile de colza plus pyrètre, ça peut agir sur d'autres insectes. Donc c'est vrai qu'on va essayer de cibler un maximum quand même l'action. L'optimisation des traitements, donc le buis, c'est un buisson très dense par rapport à d'autres types d'arbustes qu'on a l'habitude de traiter, ce qui fait que quand on utilise les méthodologies traditionnelles, on n'arrive pas forcément à atteindre le cœur du buis. Or, c'est là que se trouvent les chenilles. Et notamment pour le cas du BT, il faut qu'il y ait contact entre la chenille et le BT, donc il faut forcément atteindre ce cœur de buis. Pour cela, on peut essayer, si on a les moyens de s'équiper, d'utiliser un atomiseur pour avoir une pénétration homogène de la bouillie. Et si ce n'est pas le cas, essayer d'atteindre la limite de ruissellement, donc vraiment mouiller ses buis pour être sûr que le produit pénètre de manière uniforme sur tout le buis et puisse atteindre les stades larvaires. Pour les adultes, on va pouvoir utiliser du piégeage. Donc tout d'abord pour faire du suivi. Donc là, c'est plutôt dans l'idée d'essayer de mieux positionner ces actions sur les chenilles. Donc pour ça, on a comparé en fait les diffuseurs et les pièges qui étaient disponibles au moment du lancement du projet en 2014. Sur les diffuseurs, les premières années, il y avait des efficacités qui étaient un petit peu variables. Depuis 2015-2016, ce qui est commercialisé est plutôt efficace. Mais il y a quand même des différences quand on veut faire du suivi parce que certains diffuseurs mettent un petit peu de temps à démarrer. Et quand on veut faire une courbe de vol pour caler nos interventions, ça peut être un petit peu limitant. Donc nous, on conseille plutôt le Ferrodis qui, lui, permet d'avoir de bien suivre le premier vol avec la limite que c'est une phéromone qui doit être changée tous les 2 mois. Donc si on veut faire du suivi, c'est plutôt celle-là qu'il faut utiliser. Au niveau des pièges, donc ce qui est le plus adapté pour faire des comptages, c'est les pièges à entonnoir à eau. Et les autres modèles de pièges en fait ne vont pas permettre de piéger de manière suffisante. Quand on veut utiliser du piégeage, là pour faire du piégeage de masse, donc pour essayer de réduire les populations, eh bien là on va partir sur un autre modèle de piège, le Buxatrap. Donc il y a un design qui a été pensé spécifiquement pour la pyrale. Et donc la différence avec les autres pièges, c'est qu'en fait on va avoir un piège sec, ce qui fait qu'on va avoir une partie des papillons qui va pouvoir se dégrader, soit par l'action de la lumière, ou soit parce qu'il y a des insectes qui vont venir dans le piège pour les consommer. Avec la limite que quand on a des grosses populations, on a quand même une saturation du piège. Donc c'est une technique qui est complémentaire au traitement dans des espaces où on a une pression faible à moyenne. Par contre, quand on a trop de papillons, malheureusement, ça ne va pas suffire pour aider à gérer les populations de pyrales. Au niveau des œufs, donc là, on peut utiliser des parasitoïdes. Donc ce sont des insectes en fait, qui vont parasiter les œufs de pyrale et du coup entraîner leur mort. Donc là, nous, c'est une solution qu'on n'a pas encore fini de développer, même s'il existe d'autres solutions. Mais donc, ça permet d'avoir des actions à 3 niveaux, à la fois au niveau des œufs, à la fois au niveau des adultes et à la fois au niveau des chenilles. Parce qu'en n'utilisant qu'une seule technique, malheureusement, souvent, ça devient compliqué, notamment quand on a de telles densités de population. Et puis, on peut aussi compter sur la nature, puisqu'on observe de plus en plus de cas de prédation ou de parasitisme, soit par des oiseaux ou soit par des insectes. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut favoriser, comme on vous le disait, par la configuration du site ou par l'installation de nichoirs, par exemple. Donc pour la gestion des jardins, espaces verts et végétalisés, pour lutter contre la pyrale, ce qui est absolument nécessaire de faire, c'est de réaliser un suivi minutieux parce qu'il faut quand même positionner ces interventions de gestion de manière les plus fines possibles. Combiner différentes techniques, malheureusement avec une seule technique, ça devient un petit peu compliqué et on risque de ne pas gérer suffisamment. Et puis prolonger l'effort dans le temps. Quand bien même on aurait réussi à maîtriser la pyrale une fois, il y a souvent des recolonisations qui se font par l'extérieur et malheureusement, c'est quelque chose qui doit être fait en continu. Donc là, vous voyez un petit peu un bilan de ce qu'on a pu développer dans le cadre de notre programme. Donc là, c'est uniquement sur la base des solutions que nous avons testées, puisqu'il y a d'autres choses qui existent.
Donc avec à la fois, en fonction de l'échelle à laquelle on travaille, on peut essayer de supprimer les feuilles mortes et les stades du ravageur si on n'a que quelques buis. Bien sûr, à l'échelle d'un jardin, c'est un peu compliqué. Inspecter minutieusement les nouveaux buis, ça c'est vraiment très important pour éviter de recontaminer encore plus. Faire un suivi, donc à la fois des chenilles hivernantes pour positionner le premier traitement. Donc ça c'est uniquement à l'œil nu, en observant l'intérieur de ces buis qu'on pourra le détecter. Et puis ensuite les vols de papillons, pour pouvoir positionner ensuite les traitements au bacillus une semaine environ après les pics de vol. Et donc on peut utiliser en complément le piégeage et puis favoriser le développement des auxiliaires naturels. Donc ça c'est des choses que l'on peut mettre en place à l'échelle d'un petit jardin avec des pressions moyennes ou faibles. Par contre c'est vrai que quand on a des pressions fortes, malheureusement cette stratégie se révèle un petit peu insuffisante pour contenir les populations. C'est vrai qu'au moment où on a commencé le programme, on n'en était pas où on en est aujourd'hui. On pensait encore pouvoir maîtriser les choses et depuis les populations ont explosé. Et dans le cadre de grands sites, c'est vrai que là ça devient un petit peu limitant comme programme. Donc j'en ai fini, sachant qu'il y a encore des travaux de recherche qui continuent à être explorés autour de la confusion sexuelle notamment, et puis le développement de l'élevage de prédateurs ou de parasitoïdes spontanés. Donc il y a d'autres techniques qui devraient arriver dans le futur et qui pourraient être utilisées aussi sur d'autres types d'espaces.